On parle de tout et de rien. Et là, on est comme ça a commencé officiellement. Fait que là, est-ce qu'on est en... Techniquement, on est en direct en ce moment. D'accord. Donc, Danick va juste partager. Je pense que 6 à 10 groupes ont été identifiés pour amplifier, si on veut, le message. On va commencer dans un peu moins de 2 minutes. Bon, le stress vient de monter, là. Je sais pas, j'écoutais pas, j'ai rien compris. OK, on commence en 3, 2... Regarde, je pensais que j'étais calme, tout d'un coup, ça fait... Ouais. C'est le temps énervant un peu de savoir que les gens qui nous écoutent. Ça, franchement, c'est comment Le Toastmaster. aujourd'hui, des fois, je suis Toastmaster, c'est un groupe qui apprend à parler en public. Ça peut être en français, ça peut être en anglais. Ça a mais- commencé, tu sais, pour des gens qui se lèvent pour faire un toast, hein, qui parlent en public. ça s'arrête pas là. Non. C'est parce que c'est la meilleure façon de l'imager, mais c'est ça. les gens qui font pas directement Les exposé. gens Michel Arnaud. on va faire ça. Des fois, je trouve que ça me stresse plus que ça devrait. Quoi que la dernière fois, j'ai fait une présentation quand je suis allée à... J'étais pas pire. J'ai contrôlé mon stress, je me sentais à l'aise. J'ai fait une présentation d'à peu près 20 minutes. Puis ça a bien été. Mais c'est la première fois, je dirais, tu sais, je suis revenue et je disais à Bill, hey, c'est la première fois que j'étais pas, tu sais, les jambes ne shakaient pas, là, tout, comme je me sentais comme correct. Ouais. Mais des fois, c'est comme la jambe me shake, c'est comme ça, j'ai... Tu veux pas faire de bébé. Non, c'est ça. Je dirais alors. C'est bon. Comme ça, je comprends pas. Pareil, le temps. Toi, Dani me disait, faut pas que tu sois trop confortable. Parce que Mais là-bas, tu manges ça te pas tient à l'aise. C'est vrai. Lui, ça m'aide. Je suis très à l'aise, lui, à parler en public. Dans le temps, quand il leur montrait à faire ça, T'es pas obligé de prendre l'assiette énorme. Voilà. des points où il se scorait pas, où tu sais, il y avait un fer, là, il disait trembler, enlève les mains dans tes poches. Il était tellement à l'aise. Il met les poches, Il puis, est à l'aise, là. Moi, il m'épate. Il m'épate. J'ai déjà vu. il va avoir une Dani, façon là, de à l'action, là, couper dans ses émotions. C'est ça la technique à moi. Ça, je ne peux pas parce Pourquoi t'as que... quitté? Moi, ça me prend, moi. Oh, mais... Pourquoi Je continue de le dire, mais bon, on ne peut pas choisir. Je ne veux pas que je fasse de l'amour, il faut que tu vas avec. Ben, Du coup, on va là où le cœur va. J'ai suivi le cœur. ben, les jours, c'est vraiment le cœur de ton travail. Moi, Parfait. Sincèrement. Et c'est parti. Mesdames et messieurs, entrepreneurs sociaux et coopératifs, membres de la communauté et amis du CCO, bonsoir. Au nom du Conseil de la coopération de l'Ontario, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette 3e édition des Nocturnes du CCO. Nous sommes le 21 mai 2019 et nous sommes en direct de Kingston, en Ontario. Il s'agit d'un événement qui tombe encore une fois à pic, considérant tous les changements auxquels notre communauté francophone de notre province et notre écosystème entrepreneurial subissent à l'heure actuelle. Avant de commencer, il est important de souligner l'endroit où nous nous situons en ce moment pour cet événement est en fait situé sur un territoire historiquement non cédé appartenant originalement aux communautés Anishinaabe et Haudenosaunee. Il nous est important de reconnaître tout le travail et tous les apports de cette communauté afin de bâtir un avenir meilleur, plus inclusif et plus dynamique. J'aimerais tout d'abord remercier dans le cadre de cette web diffusion quelques personnes sans lesquelles cet événement n'aurait pas été possible. Une bonne main d'applaudissements, premièrement, pour tous mes collègues du CCO qui m'ont immensément aidé avec la logistique et la préparation pour ce soir, notamment M. Danick Dorval et M. Thibault Drouin qui sont derrière la caméra. Donc, une bonne main d'applaudissements. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François Parent. Je suis agent principal et responsable des opérations pour le bureau de l'Est au bureau d'Ottawa du CCO. Et il me fera plaisir d'animer cette soirée avec vous. Nous aimerions également prendre le temps de remercier nos partenaires pour cette web diffusion, notamment le Centre culturel Frontenac ici à Kingston pour nous avoir si gentiment accueillis, ainsi qu'à tous les organismes francophones de la région et des alentours, notamment ceux qui partageront avec nous ce soir cette web diffusion.
Et finalement, et non pas le moindre, on aimerait vous remercier, vous, chers auditeurs et éditrices, les personnes qui sont ici présentement dans la salle, et également toutes les personnes qui nous écoutent en direct sur le web. Merci de vous être déplacés pour l'occasion et merci de nous écouter où que vous soyez, soit à la maison, au travail, que vous soyez à la bibliothèque publique, où que vous soyez. Merci d'être avec nous et de supporter l'économie sociale et solidaire et coopérative en Ontario. On aimerait aborder un sujet très intéressant ce soir, qui est la question des nouveaux arrivants francophones en Ontario. La question de l'immigration peut être entendue de multiples façons et varie considérablement selon les expériences vécues et les témoignages d'autrui, tout spécifiquement dans un contexte francophone en situation minoritaire. La question de l'immigration peut soulever les passions, les aspirations, mais également quelques mythes. Un signe de notre temps, il est plus essentiel que jamais de discuter de ces enjeux dans le présent contexte. Face à la levée de boucliers de certains individus et de certaines personnalités publiques, que peut-on faire afin de faire rayonner l'immigration francophone, la diversité et l'inclusivité dans notre société? Comment peut-on établir une meilleure communauté francophone qui est plus accueillante en 2019? Et pour donner quelques notes de contexte, juste pour donner quelques chiffres, environ 2500 nouveaux arrivants francophones se présentent à l'aéroport international Pearson à chaque année à Toronto. Comme notre commissaire au service en français l'avait présenté dans ses rapports annuels, on peut dire d'une autre époque en fait, l'attraction, l'accueil et la rétention est la grande responsabilité pour l'avenir de la francophonie, notamment en Ontario, face aux enjeux démographiques des francophones, et qui sera de plus en plus un grand enjeu d'ici les 10 prochaines années. On s'attend et de plus en plus on exige que les nouveaux arrivants reçoivent toutes les informations utiles pour leur succès, pour leur installation, qu'ils veulent s'établir soit à Toronto, à Sudbury, à Ottawa, à Windsor, à Kingston, dans le comté de Frontenac ou ailleurs, ou même ailleurs au pays. Et lorsqu'ils se sont établis avec des services qui sont spécialisés en la matière, qu'ils puissent trouver des emplois et qui peuvent s'intégrer pleinement à leur communauté et faire rayonner cette diversité. Mais comment parvenir justement à un tel état de fait? Parce qu'il y a bien des enjeux qui restent dans le parcours. Pour en discuter, nous avons réuni un panel de discussion des plus intéressants. Chaque intervenant nous fournira son point de vue unique et des pistes de réflexion intéressantes. Dans les prochains mois, nous continuerons ces conversations similaires à travers tout l'Ontario. On a débuté il y a environ quelques mois de ça avec 2 interventions à Ottawa et maintenant nous sommes rendus à Kingston. J'encourage donc ceux et celles qui souhaiteraient participer à nos prochains événements, que ce soit en personne ou en direct sur les médias sociaux, à, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, ou encore à notre infolette qui est envoyée chaque mois par courriel pour plus de renseignements sur nos prochaines activités. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais laisser la place à nos invités pour se présenter les uns après les autres et à notre auditoire en fait. Et nous enclencherons la discussion dans quelques moments. À tous les gens qui sont présents avec nous ici au Centre culturel Frontenac et à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce soir via Facebook Live, je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à ajouter une question dans les commentaires. Nos panélistes se feront un plaisir d'y répondre. Pour commencer, on pourrait peut-être passer de la gauche à la droite. Donc, je vais commencer. Peut-être juste vous présenter brièvement votre parcours et pour quel organisme exactement vous travaillez. Alors, mon nom est Chantal Blanchette. Moi, je suis originaire de la ville de Québec et ça fait 4 ans que je suis à Kingston. Et je suis agent de projet pour le réseau de soutien à l'immigration francophone. Le RSI-FEO est un programme fédéral du ministère de l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Et nous découlons, dans le fond, du plan stratégique du début des années 2000, alors que le gouvernement fédéral voulait s'assurer qu'il y ait au moins 5% de l'immigration qui soit francophone pour contribuer aux communautés en situation minoritaire. Alors, ça fait 4 ans que je travaille ici à Kingston avec les différents partenaires. Merci beaucoup. Donc, on pourrait peut-être continuer vers la gauche. Chantal Hudon, la directrice de la Route du Savoir.
Ben, moi, mon parcours, c'est que je suis arrivée à Kingston avec mon conjoint qui était militaire. Et depuis ce temps, il a quitté les Forces armées canadiennes et on a décidé d'élire notre domicile permanent ici à Kingston. On adore la ville, on trouve qu'il y a un flair européen à la ville de Kingston, donc je pense que Kingston a énormément à offrir. Pour ce qui est de l'organisme lequel je représente, la Route du Savoir, on est un organisme de formation base pour les adultes francophones. Donc, on rayonne dans toute la région de Frontenac, Lennox et Addington. Et notre mission, c'est d'offrir des services en français aux adultes francophones, donc plus particulièrement des cours de renforcement de français, de mathématiques, de technologie numérique et de développement personnel. Merci beaucoup. Alors, mon nom c'est Michèle Dubois. Je suis directrice générale de l'ACFOMI ou l'ACFO d'Émile-Île. L'ACFO, c'est, je vais parler de moi, je suis originaire de la ville de Québec aussi et je suis à Kingston depuis 8 ans. Je suis venue à Kingston pour relever un défi. J'avais décidé de changer de vie, puis ça a été un but, changer ma vie, devenir résidente de Kingston. J'ai choisi Kingston parce que je connaissais déjà mon amoureux qui habitait à Kingston. Hein, bon. Ça a aidé. À l'ACFO d'Émile-Île, l'ACFO, c'est l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil régional d'Émile-Île. C'est notre nom officiel complet. On offre des services d'établissement pour les nouveaux arrivants. On est financé par Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada. Oui, c'est ça. Puis on offre des services d'employabilité financés par le ministère de la Formation, Collège et Université de l'Ontario. Et aussi, on offre des services à la francophonie et toutes sortes de différents programmes, souvent financés par des projets ponctuels et financés par aussi Patrimoine canadien pour les communautés de langue minoritaire, de langue officielle en situation minoritaire. Donc, on a une variété de programmes et c'est pour ça qu'on est impliqué aussi dans l'immigration francophone. Merci beaucoup. On va passer peut-être de l'autre côté de la table maintenant. Bonjour à tout le monde. Moi, mon nom, c'est Romaine Ganadjer et ça fait environ 2 ans et demi que je suis à Kingston. Je viens premièrement de loin, de l'Italie. J'ai plus grandi en Italie, donc je suis au Canada, ça fait environ 5 ans, donc j'ai passé pratiquement 3 ans à Montréal. Et puis voilà, je suis là, je travaille comme éducatrice à la garderie éducative de Kingston. Puis ben, je suis ici par le biais de ACFOMI, dont j'ai eu beaucoup de services, ce qui me retient vraiment à Kingston parce qu'on a été vraiment comme super. On a été vraiment bien accueillis par l'ACFOMI, donc du coup, je pense que nous sommes restés à Kingston parce que, outre l'accueil de l'ACFOMI, nous avons vraiment choisi la ville de Kingston parce que c'est une super ville pour faire grandir les enfants. Donc voilà, je suis là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et en dernier, et non pas le moindre. Donc mon nom est Cédric Lequang. Je suis le petit dernier de la bande, alors, si j'en juge par l'antériorité, parce que moi je suis ici depuis 5 mois. On a atterri avec ma famille en décembre 2018 à Toronto et on a élu domicile à Kingston. Et on est venu vivre au Canada pour vivre une aventure et donner une autre expérience de vie à nos enfants. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une logique de communauté francophone, alors qu'en définitive, quand on est venu ici, on n'était pas du tout dans une logique communautaire, quoi. On était vraiment dans l'idée de venir s'installer au Canada, peu importe finalement où est-ce qu'on atterrit. Et puis, peut-être par la force des choses l'histoire récente fait que on a ce rapprochement, on va dire, mécanique, automatique vers sa communauté, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici, quoi. Et j'ai une double casquette ce soir, parce que je viens de démarrer un travail en fait avec le centre culturel
nous héberge ce soir. Et j'ai été embauché pour diriger le centre culturel Frontenac, qui est donc le centre culturel francophone de la région de Kingston et des Mille-Îles. Voilà, dont la vocation est de contribuer à fédérer la communauté francophone et les francophiles également, et pourquoi pas plus large, parce qu'on est inclusif et on n'est pas fermé, en diffusant et en faisant rayonner la culture francophone dans la région. Excellent, merci beaucoup. Alors, merci à tous les panélistes de s'avoir présentés. On va amorcer la discussion. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, au travail, en direct, vous allez voir que le panel va être construit d'une certaine façon. On a quelques questions d'introduction, vous allez voir, qui sont très simples. Et on a divisé la thématique de la soirée en 3 blocs. Donc, il va y avoir une partie où on va parler plutôt d'attraction, de l'immigration internationale. Une partie où on va parler plus précisément des processus d'accueil. Une partie où on va parler vraiment de la rétention. Hein. Qu'est-ce qui fait que Kingston est un endroit où il fait bon vivre et comment on peut développer des stratégies pour faire la rétention de l'immigration. Vous allez voir, ça touche à beaucoup de questions qui sont chaudes de l'heure, dans l'actualité, et on espère que la discussion va être intéressante. Et au fur et à mesure des questions, pour les personnes qui nous écoutent à la maison, au travail, où que vous soyez, on a prévu des moments où vous allez pouvoir prendre la parole. Donc, j'ai Dénick et Thibault, mes 2 collègues, derrière la caméra. Et si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas au moment approprié. On pourra prendre des questions justement de l'auditoire. Donc, n'hésitez pas à nous faire envoyer des commentaires, des questions, des sujets que vous aimeriez justement discuter. Première question qui s'adresse peut-être un peu plus aux organismes en tant que tels qui sont alentour de la table. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots essentiellement les services qui sont offerts par vos différents organismes dans la région de Kingston et des alentours dans tout le comté de Frontenac en tant que tel? Et là, on pourrait peut-être aller peut-être un peu en sens inverse. Ça, c'est pas juste, mais bon. Parce que je les ai pas tous, moi encore, mais tout simplement. Mais le Centre culturel Frontenac a vocation à contribuer à faire rayonner les arts dans la région en proposant une programmation artistique et culturelle variée pour à la fois, quelque part, faire venir les gens et leur permettre de se rencontrer à cette occasion-là. Et puis l'art, c'est quelque chose qui permet finalement de réunir les gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ont des aspirations diverses et variées, mais finalement, vous pouvez toujours avoir un attrait commun pour une œuvre, pour une pièce, cette curiosité. Donc c'est ce qui fait le liant je dirais, d'une communauté ou d'un peuple. Donc en ce sens, le centre culturel a cette importance fondamentale de permettre à la communauté francophone et aux francophiles de se croiser, de se rencontrer, de se retrouver autour de quelque chose qu'ils ont en commun. Ça, c'est l'élément, je dirais, majeur, central du centre culturel. Et à côté de ça, le centre culturel organise également des rencontres une fois par mois, des 5 à 7, où il y a des moments d'échange et de rencontres qui permettent de faire des connexions, de pouvoir trouver de l'aide. Enfin, vraiment, c'est des occasions de faire la connaissance et de s'intégrer pleinement dans sa communauté. Il y a également l'infolettre qui est publié, qui est le journal, l'informel, qui est le journal publié, le seul journal francophone qui est publié par le centre culturel, avec des contributeurs qui sont, on va dire, des francophones aptes à rédiger des articles et qui sont diffusés. Et il y a également une infolette qui permet de se tenir au courant de l'actualité dans la communauté francophone. Voilà pour les éléments essentiels que je maîtrise. Vous avez très bien répondu à la question. Je sais que vous êtes en poste depuis peu de temps, mais c'est vraiment riche d'informations. Et je vais peut-être laisser la place aux autres organismes de l'autre côté de la table, présenter leurs services, qu'est-ce qu'ils offrent à la population de Kingston et des alentours. Il y a une volontaire, pardon. Je peux y aller. En fait, nous, le réseau, on n'offre pas de services directs aux immigrants. On est là plutôt pour favoriser des partenariats dans la communauté avec justement les différents organismes. Donc, je travaille avec Chantal, avec Michel, avec Cédric aussi, et on fait ensemble des projets qui vont favoriser
l'immigration francophone. Donc, surtout des projets qui vont aller chercher les employeurs parce qu'on veut pouvoir vendre la plus-value d'engager un immigrant francophone. Alors, on va organiser des activités où on va pouvoir faire cette promotion-là auprès des employeurs particulièrement. Merci. Je peux y aller? Oui, absolument. Alors, à l'ACFO des Mille-Îles, l'ACFOMI, notre mandat, on a plusieurs champs d'action, mais en particulier, on a un mandat d'accueil, de mobilisation des parties prenantes, de représentation de la communauté francophone envers les élus, de développement économique communautaire. Et notre rôle, c'est de s'assurer que la communauté francophone s'épanouisse dans la région de Kingston et des Mille-Îles. Donc, on représente la région des Mille-Îles. Par contre, entre de Brockville à Belleville, c'est toute la région des Mille-Îles. Il y a moins de communautés francophones partout qu'à Kingston, où la communauté est la plus grande. Par contre, s'il y a des communautés francophones qui ont besoin de nos services à l'extérieur de Kingston, on est là aussi. On offre, comme je l'ai dit tantôt, des services d'établissement qui sont financés par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Ces services-là sont pour aider les nouveaux arrivants qui arrivent à Kingston, qui arrivent d'outre-mer ou de d'autres pays, à s'établir à Kingston. Quand les gens ont décidé de choisir Kingston, on les aide à s'établir. Donc, c'est un service d'établissement, puis on va les aider avec le choix de leurs écoles, avec les mettre en contact avec des partenaires, avec des besoins, les services bancaires. On va les référer à tous les services qu'ils ont besoin pour bien s'établir. Les nouveaux arrivants aussi, naturellement, ont besoin économiquement de travailler. C'est la première chose qu'ils veulent, c'est de travailler. Et on a aussi un service d'employabilité qui n'est pas offert seulement aux nouveaux arrivants, mais qui est offert à tous les résidents de l'Ontario qui résident sur notre territoire. Donc, on aide les gens, on a des conseillers en emploi, on va aider les gens avec des ateliers, des formations pour les aider à trouver du travail dans leur domaine ou leur capacité. On a des gens qui veulent changer de domaine. Bon, alors on a des conseillers qui vont aider nos francophones et nos anglophones parce qu'on a aussi les services sont bilingues, donc pas juste en français. Si quelqu'un choisit d'être servi en anglais, on peut le servir aussi. Tous nos employés sont bilingues. Donc, notre mandat, c'est ça, mais aussi vraiment de s'assurer que la communauté francophone s'épanouisse dans la région de Kingston. Excellent, merci. Oui, moi? Oui. Bien, nous, dans le fond, sans aucune discrimination, on aide le francophone, que ce soit un francophone canadien ou un francophone immigrant, à vivre pleinement sa langue, sa culture, son identité et son héritage. Dans le fond, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu les services qu'on offre à la Route du Savoir. Ben voilà, dans le fond, pour que la personne se développe encore plus dans sa francophonie. Excellent, merci. La prochaine question touche peut-être plus les panélistes qui ont un parcours en tant que tel à exprimer. Donc, pour ceux et celles qui sont tirés de l'immigration, quel est votre parcours comme nouveau arrivant francophone et pourquoi avez-vous choisi spécifiquement Kingston comme votre destination finale? Et peut-être ça vous concerne un peu plus, vous deux, justement. Qu'est-ce qui fait la beauté de Kingston, en fait? Ben, je commencerai, M. Cédric, mais moi, je dirais ce qui nous a vraiment comme frappé dans la ville de Kingston, parce que nous, on a pris vraiment beaucoup de temps. On était allé à Ottawa visiter plusieurs fois, parce que, premièrement, on cherchait une ville qui est quand même pas mal anglophone, et puis, disons, bilingue aussi. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment donner l'anglais à nos enfants et tout. Donc, on a visité Kingston, on avait visité aussi Ottawa, un peu les villes qui étaient pas mal bilingues. Puis, Kingston, nous l'avons choisi, je vais dire spécifiquement pour la taille de la ville, parce que c'est vraiment, on a trouvé ça que c'est une ville elle est vraiment très petite, très calme. Puis, en visitant, une fois, on s'est arrêté en faisant les recherches. On est allé sur Internet, on s'est arrêté à prendre des informations avec le centre ACFOMI. Et là, ben, je pense que le choix final a été l'accueil qu'on a eu avec le centre ACFOMI, parce que quand on était allé à Ottawa aussi, nous avons eu beaucoup d'informations par les organismes et tout.
Mais je vais dire une chose, c'est vraiment très important la façon dont on t'accueille quelque part. Puis finalement, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup flatté. Puis nous avons comme dit, ok, bon, je pense que Kingston fait notre affaire parce que on a eu comme pas mal d'informations qu'il y avait des écoles francophones. En même temps, parce que nous, on voulait donner cet engrais à nos enfants, mais on essayait quand même de pouvoir les inscrire dans une école francophone. Donc du coup, on s'est dit, ah, on peut avoir la chance de trouver un travail dans un milieu francophone aussi, parce que moi, j'avais fini à peine ma formation à Montréal, puis au début, j'avais vraiment peur de changer complètement la ville, parce que s'installer à Montréal, j'ai eu la facilité de la langue française et tout. Et puis là, je me suis dit, non, Kingston, c'est totalement anglophone. Mais la vision a été complètement changée grâce à la FOMI, je vais dire. C'était vraiment le point de départ, l'accueil qu'on a reçu. Puis on s'est dit, ok, bon, on peut avoir quand même beaucoup de services en français. On a eu beaucoup d'informations selon nos questions. Puis finalement, nous avons fait un retour sur nos points, puis on a décidé Kingston. Je vois plusieurs couches d'analyse intéressantes. Ici, la question de la perception du milieu, cette question d'accueil. Lorsqu'on arrive, c'est quoi les premières impressions? Les premiers moments où on arrive dans un nouvel endroit dont on ignore complètement l'existence. Souvent, c'est les moments critiques. On est le plus absorbant à ce moment-là. Absolument. Je vois aussi la question d'un environnement majoritaire, comme par exemple au Québec, à Montréal, où c'est la vie francophone versus la question de la minorité linguistique. Ici, en Ontario, les dynamiques sont différentes. Puis la question de l'éducation a été soulevée dans votre discours également. Ouais. Avoir la possibilité à la fois pour les enfants d'être éduqués à la fois en français et en anglais, et de pouvoir travailler en anglais et en français, qui est un atout linguistique fantastique. Absolument. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui sont, je pense, cruciaux dans votre témoignage. Ouais. Et si on peut sauter justement à un autre témoignage. Nous, ça remonte à loin parce que ça date de 2001, notre idée d'immigrer au Canada. En fait, quand j'ai fait la connaissance de mon épouse, il y avait eu une personne de l'ambassade, je pense, qui venait faire la promotion du Québec. Et le Québec recrutait énormément à ce moment-là, et on avait commencé à réfléchir, à se dire, tiens, pourquoi pas. Et on s'était arrêté au moment où il fallait franchir le pas en commençant à débourser, parce que c'était des montants qui étaient quand même importants pour nous à l'époque. Et on s'était arrêté là. Mais n'empêche que quand on s'est marié, on avait fait les thèmes de nos tables de mariage avec les provinces du Canada. OK. Pour la petite histoire. Donc, et puis on a mis ça un petit peu en sourdine. Et puis on a eu nos enfants, et puis nos vies professionnelles ont été, on va dire, prenantes. Et puis voilà, donc ça a tenu jusqu'à il n'y a pas longtemps, où on s'est dit, bon, on a fait un bon tour de la France et on voudrait essayer d'offrir quelque chose de différent à nos enfants, leur donner une ouverture sur le monde. Donc des critères probablement un peu qui rejoignent ceux de Romaine, merci. Et donc on a appliqué pour devenir... alors Virginie, petite histoire au milieu, avait trouvé un travail qui devait l'envoyer au Québec, puis ça s'est pas fait, puis surtout on aurait eu un visa qui nous donnait un attachement à l'employeur. Et on s'est dit, oulala, ça c'est dangereux, parce que l'employeur il sait que du coup pour rester sur le territoire, il te tient, tu vois, tu es prisonnier, et il sait qu'il peut faire de toi ce qu'il veut parce que tu as envie de rester sur le territoire, tu n'es pas venu pour dire je repars. Donc on a dit non, ça marche pas, on va pas le faire comme ça. On a appliqué directement et on a obtenu un visa en fin d'année 2018 qui nous a dit ok, bienvenue, et c'est l'Ontario qui nous a sponsorisé. Donc ça c'est déjà le premier, ça a ciblé un peu la zone. L'Ontario a dit vous nous intéressez et vous vous engagez à venir en Ontario. Donc déjà ça nous a donné un point d'atterrissage qui était une des provinces. Et on a essayé de respecter cet engagement en disant bah oui, après tout on va jouer le jeu. Et puis ça nous allait bien parce que même logique de mettre nos enfants dans un environnement plutôt anglophone parce que leur permettre d'acquérir l'anglais plutôt que de rester dans un univers uniquement francophone et puis on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'anglais. J'ai pas de doute qu'il l'acquiert aussi, que tous les Québécois sont bilingues, mais on se disait ce sera peut-être plus facile qu'il l'ait vraiment, qu'il se soit de force parce que tout l'environnement est anglophone. Après, pourquoi Kingston? Ça a été aussi ça fait l'objet d'une réflexion et d'une approche vraiment très systématique et méthodique. On s'est dit, on part, on n'a pas de travail. Donc c'est une aventure quand même.
Et on se dit, si on choisit d'être proche de Toronto, parce que c'est un vrai poumon économique quand même de la province, et qu'on s'installe à Mississauga, mais qu'on trouve un job à Oshawa, il va falloir commuter, faire plus de 3 heures de route de voiture ou de train tous les jours, ça va juste pas être jouable. Et on vient nous-mêmes de la région parisienne, et quelque part l'idée de quitter la France, c'était aussi un peu quitter cet environnement de vie stressante, avec beaucoup de temps de transport et de manque d'humanité de la part des gens qui sont sous stress permanent. Donc on s'est dit non, on ne va pas prendre ça. Donc on a cherché des villes de taille intermédiaire, dont Kingston, et on cherchait aussi un point de chute dans lequel mettre nos enfants dans des écoles francophones. Et là-dessus, mon épouse a fait une recherche systématique avec l'Institut Fraser en regardant les écoles francophones de qualité. Kingston en faisait partie. Et après, on a regardé du coup les autres critères. Parce que ce projet, finalement, on l'a fait aussi avec nos tripes pour nos enfants. On est vraiment dans une logique de se dire, OK, maintenant, nous, on a fait un bon parcours. Il nous reste encore peut-être la moitié de notre vie professionnelle à faire. Mais la génération qui vient, c'est celle-là qui est importante. Et Kingston, après, sur tout un tas d'autres critères de qualité de vie, de tranquillité, on a regardé les statistiques de police sur la criminalité, tous les voyants étaient au vert, quoi, finalement. Donc c'est ce qui fait que Kingston a été vraiment un attrait qui s'est presque imposé à nous naturellement. Je vois certains thèmes qui sont récurrents parmi les témoignages. La question du bilinguisme, qui est un avantage considérable pour la prochaine génération à venir, justement, celle qui succède à ceux qui ont immigré, justement, la question de la maîtrise de la langue. Et également, j'ai bien aimé le thème du mariage avec les provinces. Une idée pour nos auditeurs et nos auditrices qui se marient bientôt. Un thème à explorer, certainement. Bon, ça limite le nombre de tables. Hein. Oh, oui. Il y en a 10. Je vais peut-être prendre quelques secondes pour demander à ceux qui nous écoutent en ligne s'il y a des questions, des commentaires, des choses à soulever. Je vais passer la parole à Denick, qui est à l'écoute des médias sociaux. Oui, écoute, on n'a pas de questions en ligne, donc je pense que c'est très clair ce que vous avez dit présentement. Je ne sais pas si des questions dans l'histoire pour nos panélistes pour le moment, sinon on peut procéder aux prochaines questions aussi. Parfait. Mais s'il n'y a pas de questions pour le moment, on va passer aux questions d'attraction, l'attraction des immigrants francophones spécifiquement en Ontario. Et je vais peut-être commencer avec une question un peu plus ouverte. Quels sont les défis, selon vous, chers panélistes, pour attirer des nouveaux arrivants francophones en Ontario et tout spécifiquement à Kingston? Il y a de nombreux défis en immigration, mais quels sont spécifiquement ceux qui sont présents pour la région? Moi, si je peux me prononcer, je dirais que ce serait de promouvoir la ville. Si on parle de Kingston, on a la désignation des services francophones ici, mais ce qui se passe à l'étranger, peut-être que nos panélistes, nouveaux arrivants pourraient nous dire. Nous, en tant que Canadiens, on trouve que franchement, les paliers gouvernementaux ne font pas assez de promotion pour diriger, aiguiller les nouveaux arrivants vers les centres un peu plus petits. Donc, historiquement parlant, un nouvel arrivant francophone, c'est certain que tu vas aller au Québec parce que tu veux parler français. Pas nécessairement. Puis, si pas ça, à ce moment-là, il faut que tu ailles dans un grand centre. Donc, comme disait Cédric tout à l'heure, on t'envoie vers Toronto, on t'envoie vers Ottawa. Vancouver, on n'en parlera pas, c'est à l'autre bout du pays, mais vraiment, il y a une richesse dans les petites communautés, et ici, Kingston en est la preuve. On a une communauté francophone assez vivante et vibrante. Donc, vraiment, pour moi, c'est la promotion, de faire la promotion avant le départ. Puis je pense que c'est une thématique qui revient souvent dans les discussions sur le sujet, c'est la régionalisation de l'immigration. Donc, l'aiguillage vers les petits centres, les régions qui ont un manque de main-d'œuvre, justement, et qui crient, on a besoin de main-d'œuvre spécialisée, on a besoin de cet apport, cette richesse. Exactement. Puis, il y a des manques à combler. Puis ça, en tout cas, c'est peut-être juste une impression personnelle, mais on n'en parle pas assez, justement. Il y a tout un travail vraiment qui doit être fait au pré-départ, comme Chantal expliquait. On essaie de mousser l'idée de faire une destination Ontario francophone.
il existe une Destination Canada où il y a des missions qui vont dans d'autres pays pour promouvoir le Canada. Nous, on voudrait quelque chose qui serait vraiment spécifique à l'Ontario et encore plus spécifique à la francophonie. Parce que comme Chantal le disait, effectivement, au pré-départ, les gens, les francophones, d'emblée, ont dit « OK, on va s'en aller au Québec parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'information qui existe des communautés en situation minoritaire, oui, mais comme Chantal le dit encore une fois, des communautés vivantes, dynamiques, vibrantes, un peu partout en Ontario, mais elles ne sont juste pas connues. Donc, il y aurait vraiment un travail à faire sur le terrain, mais pré-départ, dans les autres pays. J'aime bien cette idée-là de destination, je vais l'appeler Destination Ontario FR. Ouais. Ça pourrait être un projet, j'ai l'impression, qui pourrait être mobilisé pour l'ensemble des acteurs de la francophonie en Ontario, quelque chose de collectif, puis tout spécifiquement pour les régions où il y a une situation minoritaire, où il y a un manque crucial, puis pas juste à Kingston, aussi on parle dans l'Est, dans le nord de la province, où on doit attirer ces communautés-là. Je pense que ça pourrait être une initiative pan-provinciale. Absolument. En fait, il y a déjà quand même beaucoup de travail qui a été fait pour amener cette idée-là au gouvernement. Ça s'enlignait bien, puis malheureusement, bon, on a changé de gouvernement entre-temps. L'avenir nous dira ce qui arrivera, mais il y a quand même tout un réseau d'experts qui se sont penchés sur cette idée-là d'avoir le Destination Ontario FR et qui ont fait des recommandations au gouvernement. Donc peut-être que ça fera son petit bout de chemin éventuellement. Je voulais juste ajouter que souvent, on ne sait pas qu'il y a des francophones ailleurs qu'au Québec, au Canada. Et c'est pas nécessairement la faute des francophones. Nous, on fait beaucoup de promotions, mais les paliers gouvernementaux, les villes, nos gouvernements sont dans une espèce de dualité où les anglophones vont en Ontario ou ailleurs et les francophones vont au Québec. Puis c'est comme un choix naturel et souvent, ils vont même pas aborder l'idée qu'on pourrait choisir d'aller vivre en français dans une province autre que le Québec. Puis je pense que le rôle des gouvernements est peut-être pas assez clair, qui devrait nous aider aussi. Puis c'est pas juste aux communautés francophones. C'est important pour les communautés francophones d'attirer des francophones. Si on veut continuer à offrir des services en français, qu'il y ait suffisamment de bassins de population pour offrir les services, c'est super important d'avoir des gens qui parlent français. Mais si on n'attire pas les francophones, mais on les envoie au Québec plutôt que de venir, bien, nos communautés sont en péril, diminuent, puis ça nous prend des gens qui vont venir sauver nos communautés aussi pour qu'on continue à parler français à l'extérieur du Québec. Donc, la question de la sensibilisation. Puis du rôle des différents paliers également, je pense que c'est l'élément qui ressortait le plus. Quelle est la responsabilité des instances gouvernementales? Oui, parce que ici à Kingston, la ville attire les immigrants et font beaucoup d'efforts pour attirer les immigrants, mais pas nécessairement des immigrants francophones. Des immigrants, oui, mais ils oublient que les francophones, on a besoin d'avoir des immigrants francophones, pas seulement des immigrants qui parlent anglais, mais des immigrants qui parlent français et qui vont contribuer à la vie en français à Kingston. Qui vont contribuer non seulement à la vie en société, mais à toute la question de l'innovation, aux questions de l'entrepreneuriat, à la richesse culturelle. Ça peut impliquer différents milieux, j'ai l'impression. Absolument. Puis pour ceux et celles qui ont vécu cette expérience-là de déménager, d'arriver à Kingston, vous, les défis, qu'est-ce que vous avez rencontré? Puis qu'est-ce que vous remarquez qui est particulier à la région ici? C'est difficile de se prononcer pour moi qui n'ai connu que ça comme expérience, donc je ne peux pas te donner de comparatif. Nous, on a fait notre recherche depuis la France à partir de recherches sur le web. Donc on peut se dire que... Mais encore une fois, on n'était pas dans une recherche de « cherchons un endroit franco ». On s'est dit, on est venu à Kingston, on ne savait même pas qu'il y avait une communauté ou des instances francophones plus que ça, quoi, tu vois. Donc, et puis c'était pas forcément un défi pour nous, c'était un choix vraiment de venir ici par rapport à tous ces autres critères. On a vu qu'il y avait des écoles francophones, mais on ne se rendait pas forcément compte qu'il y avait déjà toute cette communauté, bien que petite mais assez dynamique, avec cette volonté de la faire perdurer, survivre, la rendre vibrante, attrayante. Ça, pour moi, c'était pas perceptible.
Après, c'est vrai que quand tu arrives, tu vois un accueil impeccable de l'ACFOMI, je tiens à le dire. Mais on reviendra après sur le chapitre entre justement l'attrait et l'accueil que tu as à l'ACFOMI, où on va dire que tu es dans l'aide à l'installation, etc. Tu es dans tes premiers steps de l'installation à Kingston. Et après, ta confrontation à, je dirais, la vie réelle, quoi, la vie de tous les jours, les gens, et pas que ceux de ta communauté. Quelque chose qui m'a étonné, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai rencontré Natalia pour la première fois, donc qui accueille les nouveaux arrivants à l'ACFOMI, et qui me dit « Mais est-ce que tu veux que je t'inscrive à certaines communautés ?» Ça m'a laissé un point d'interrogation dessus la tête. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je ne suis pas venu dans une logique de me mettre dans une communauté, parce que j'ai l'impression que se mettre dans une communauté, ça te ferme aux autres, tu vois. Et que j'étais vraiment dans une logique de je viens m'installer au Canada, et puis je rencontrerai les gens que je rencontre, et puis voilà. Et puis le temps passant, bah, tu finis par te rendre compte que ouais, ben non, mais ta communauté, elle t'aime et elle t'aide et elle a besoin de toi, quoi. Donc, et c'est là que finalement tu te remets finalement dans ta communauté. Et c'est ma communauté qui m'a donné mon boulot quelque part. Donc on en revient à se mettre dans cette communauté et la faire vivre. On est dans cette logique communautaire, alors que j'étais pas du tout venu avec cette logique-là. Donc les défis pour attirer des nouveaux arrivants francophone, j'ai pas un vrai recul, tu vois, je l'ai pas vécu comme ça, quoi, en tout cas. Maintenant, aujourd'hui, de l'intérieur, je me dis, c'est peut-être un peu différent, il faut peut-être y travailler et contribuer à ça. N'est-ce pas un défi en tant que tel de justement voir qu'il y a des choses qui sont imprévues, qu'on ne pensait pas vivre, puis qu'on se rend compte justement, ah, je ne pensais pas m'insérer dans tel ou tel réseau ou dans telle ou telle communauté, et surprise, ça l'arrive. Oui. C'est sûr que tu te dis, bah, il faut peut-être arriver à le promouvoir mieux, mais qui doit le faire, comment le faire? J'ai pas forcément les réponses à ça, quoi. Mais c'est sûr que ça peut être un défi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres, on va dire, communautés qui étaient plus nombreuses que les francophones. Ça m'a étonné. Je me suis dit, quand même, c'est un pays qui est bilingue, et tu te rends compte qu'il y a on va dire, des nationalités d'immigration qui sont en plus grand nombre que des francophones. Alors que francophone, c'est même pas lié à une nationalité, c'est lié à une langue qui est déjà elle-même parlée dans plusieurs pays. Et tu dis, on est quand même minoritaire, donc c'est assez étonnant, quoi. Absolument. Ouais, je pense que Madame Chantal elles ont déjà dit parce que là, le défi, ce que ça a été pour nous, c'était vraiment la langue. Comme je pense que c'est Mme Chantal qui l'a souligné tantôt. Nous, on avait choisi Montréal parce qu'on s'est dit, oh ouais, c'est le français, c'est plus facile pour nous. Mais une fois arrivé à Kingston, on s'est dit, si on le savait, ok, si on devait comme retourner en arrière quand on faisait nos papiers encore en Italie, on allait vraiment choisir une ville vraiment anglophone ou bilingue, peu importe. Une ville bilingue parce que on s'est rendu compte que ça a été vraiment comme du temps perdu pour nous, les 3 ans passés, surtout au Québec. Pourquoi? Parce que mon mari, il avait comme le baccalauréat dans gestion de projet en ingénierie. Donc, en parlant vraiment le français, il a eu encore plus de difficultés pour trouver un bon travail. Pour le quoi? Parce que ça demandait, est-ce que vous parlez l'anglais? Mais quand on faisait les papiers pour venir au Canada, c'était comme vous pouvez vous installer n'importe où vous voulez au Canada, que ce soit en langue francophone ou anglophone. Donc du coup, on avait choisi Montréal parce que c'était plus facile pour nous, parce qu'on parlait, on pouvait quand même pas mal s'en sortir en langue française. Donc du coup, arrivé à Montréal, on s'est retrouvé à ce défi. C'était vraiment comme un gros défi pour mon mari de trouver vraiment un bon emploi dans son domaine, alors qu'il avait vraiment tous les diplômes, les requis. Donc, du coup, le but, notre idée est partie de là qu'on s'est dit, pourquoi rester? Si on parle le français, puis on n'a pas le bon travail, puis il faut aller comme refaire les études parce que ça te demande l'anglais et tout. Alors, finalement, on s'est dit, ben non. Et on déménage dans une ville où ça parle anglais, ça va nous permettre de parler, de l'apprendre l'anglais. Et en fouillant un peu, en faisant nos recherches, voilà, on était tombé sur la ville de Kingston qui offrait aussi beaucoup de choses en langue française. Donc, ça a été vraiment une porte ouverte vraiment pour mon mari, encore une fois grâce à la famille
qui l'a beaucoup orienté dans son domaine, dans son parcours. Donc vraiment, c'est très important pour comme les nouveaux et les nouvelles arrivants de savoir que il y a des villes de l'Ontario qui offrent aussi quand même pas mal beaucoup de services francophones. Parce qu'en le sachant au début, nous, on n'allait pas faire le choix de tomber à Montréal, franchement. Puis moi, aujourd'hui, je conseille beaucoup à nos proches, puis je pense qu'il y a beaucoup qui sont genre dans l'apprentissage de déménager, que ce soit chez des amis qui vont déménager d'ici là à Kingston, d'autres qui s'en vont à... Il y a une ville à côté de Kingston, je ne me rappelle plus bien, mais en tout cas, notre expérience les a donné vraiment comme une confiance énorme qu'on peut le faire parce que avec la communauté qu'on avait à Montréal, c'était comme vous ne pouvez pas déménager en Ontario parce que c'est juste l'anglais, c'est la peur et le défi de la langue nous freinent beaucoup et ça t'empêche de déménager. Et nous, quand on a pris l'initiative, on ne connaissait personne ici. Mais franchement, le fait qu'on y est tombé sur la famille, le fait qu'on a eu vraiment les informations, on s'est dit, on peut s'en sortir malgré. La question d'avoir la bonne information au bon moment, c'est clé, absolument. Ça aide beaucoup. Je rappelle pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à la maison, qui nous écoutent en web diffusion, qu'on est en direct sur la question de l'immigration francophone en Ontario. Et je vais enclencher avec une autre question qui fait peut-être suite à ce que vous avez dit un peu précédemment sur la question des différents paliers gouvernementaux. Donc, une question qui pourrait fortement intéresser ceux qui nous écoutent à la caméra. Quel est le rôle des paliers gouvernementaux, selon vous, et des organismes communautaires dans ce rôle d'attraction des nouveaux arrivants francophones? Et peut-être, je vais ajouter une autre couche de complexité, la rétention également, qu'on va revenir plus tard au courant de la soirée. Donc, pour répéter un peu ce que j'ai dit, pour moi, le rôle des paliers gouvernementaux, c'est de faire la promotion des villes comme Kingston. Le gouvernement du Canada fait la promotion de l'immigration francophone partout où il y a des cibles. Le gouvernement fédéral veut attirer les francophones à Kingston ou en Ontario, pas juste à Kingston, mais dans toutes les régions. Mais dans les régions, il faut que ça soit un peu plus apparié avec les villes, le souci d'avoir ces gens-là qui viennent. Kingston fait la promotion de l'immigration, mais pas nécessairement francophone. Kingston, le gouvernement municipal de Kingston essaie un peu d'offrir quelques petits services en français, mais pas beaucoup. Et c'est difficile de convaincre la ville de travailler sur l'attraction d'immigrants spécifiquement francophones. C'est très difficile, puis on travaille pour essayer de les convaincre. Chantal avec le réseau, puis moi avec nos services d'établissement, puis Chantal Hudon, de la Route du Savoir, on a préparé des projets, on travaille beaucoup à des nouvelles idées pour essayer de convaincre ces paliers de gouvernement-là de nous aider à faire cette promotion-là et d'attirer des gens. Mais le rôle, il faut qu'ils comprennent que c'est important pour la communauté francophone d'avoir des nouveaux arrivants qui parlent français. Mais là, c'est pas toujours clair. Non, exactement. Vraiment, les trois paliers doivent vraiment s'impliquer. Puis au niveau municipal, comme Michel le disait, il y a un merveilleux exemple au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, le maire Cyril Simard, qui lui a vraiment compris l'importance de l'immigration francophone et qui a décidé en tant que maire d'être très actif dans l'attraction et la rétention. Et ça fonctionne. Et donc lui, c'est vraiment un beau modèle à suivre. Puis on essaie de convaincre notre propre maire, qui est francophile, bilingue même, puis qui est à l'écoute, mais c'est ça, il faut quand même convaincre tout le conseil. Donc, il reste du travail à faire. Absolument, c'est pas seulement un acteur ou une entité à convaincre, c'est un ensemble qui souvent travaille de concert, mais qui souvent ont des difficultés sur certains enjeux spécifiques. On le voit par exemple au niveau du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Donc, comment concilier ces deux paliers-là, puis trouver des projets qui vont avoir une durée, un effet. C'est toute la question là, de voir comment on marie différents intérêts et différents types de gouvernement, parce qu'on en a plusieurs en ce moment. Ben oui, c'est ça, exactement. Et puis, ils ont chacun leurs objectifs, ils ont chacun leur...
leur spécificité. Exactement. Exactement. Donc, ça devient très complexe. Je vais peut-être rajouter une question supplémentaire, qui est la question, de la régionalité, puis non seulement des différents paliers de gouvernement, mais des différentes régions. Hein. Plusieurs nouveaux arrivants francophones s'installent dans des grands centres urbains, comme Toronto, Ottawa, ou des villes de plus petite envergure, comme Sudbury. Et comment est-ce qu'on peut encourager ou faciliter la régionalisation de l'immigration et attirer davantage de nouveaux arrivants dans une ville comme Kingston? Est-ce qu'il y a des techniques qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été développées au fil des, mettons, 10 ou 15 dernières années qui ont fait leurs preuves spécifiquement? Moi, je dirais qu'une initiative qui pourrait être mise de l'avant, ce serait de faire des vidéos, de présenter la ville, malgré que ça soit peut-être plus onéreux de faire ça. Écoutez, il y a 2 ans, on a eu l'opportunité de participer à une émission de télévision du Québec qui était la Petite Séduction, qui a vraiment moussé la ville de Kingston, et on a eu le tourisme a grandi seulement que par cette initiative-là, et ça a eu un effet de colle au niveau de la communauté, parce qu'on a vu des francophones dans notre communauté qu'on ne connaissait pas, qui sont sortis pour venir participer et prendre part à cette émission-là. Fait que vraiment, il y a des écoles qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues à Kingston parce qu'ils avaient vu cette émission-là. Donc, tout ça pour dire que vraiment, des capsules ou une vidéo va faire son petit bonhomme de chemin. Moi, du côté de l'éducation aussi, je voudrais peut-être mentionner que oui, c'est intéressant d'arriver dans une ville ontarienne, majoritairement anglophone, pour peut-être avoir le désir d'offrir à ses enfants le bilinguisme, mais il ne faut quand même pas oublier sa culture. Donc, je pense que comme Cédric semble avoir fait ça, d'inscrire ses enfants à l'école, dans une école francophone à Kingston, ne veut pas nécessairement dire que les enfants ne prendront pas d'anglais. Bien au contraire, ils vont apprendre l'anglais, mais ils vont être encore plus forts rendus à l'âge adulte. Puis je peux parler par expérience, mes enfants sont adultes maintenant, puis c'était un non négociable où il fallait qu'ils aillent à l'école francophone, puis maintenant, ils sont aussi forts en anglais qu'en français. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut préserver sa culture. Il y a une directrice du Centre culturel Frontenac passée, qui était française aussi, qui nous a dit que vraiment, elle ne comprenait pas les francophones au Canada, que ce soit un franco-ontarien ou un Québécois. Pourquoi revendiquer la francophonie tant que ça? Parce qu'elle expliquait qu'elle n'avait jamais, sa langue, sa culture n'avait jamais été mise en péril dans son pays, parce que c'est français. Nous, on a la dualité ici, il y a les deux. Puis le français est en minorité. Donc, c'est important de se rassembler, oui, d'être ensemble, les francophones, mais ne veut pas dire qu'on accueille les autres communautés quand même, mais d'être capable de se rassembler, par contre, dans notre culture, c'est important aussi. Il n'y a rien comme l'expérience vécue pour comprendre à quel point c'est essentiel de préserver les acquis culturels. Oui. Puis l'immigration, c'est justement, ça fait prendre conscience du fait que la langue, même si elle est parlée internationalement, ici au Canada, c'est quand même une situation fragile. Oui. Il faut faire constamment ce travail pour pérenniser les acquis, puis garder la richesse culturelle qui est la francophonie. Tout à fait. Puis, Si je peux continuer, oui, absolument, absolument. On ne le dira jamais assez, c'est vraiment la promotion qui doit être faite. Il y a depuis à peine quelques semaines maintenant à l'aéroport de Pearson, à Toronto, un kiosque où il y a des agents d'établissements francophones qui accueillent les nouveaux arrivants et qui leur donnent l'information sur les différentes communautés qui existent en Ontario. Alors, nous, ici à Kingston, on est en train de travailler sur un document qu'on va pouvoir remettre, qui va pouvoir être remis
oui, non, pardon, qui va pouvoir être remis aux nouveaux arrivants lorsqu'ils arrivent à Toronto. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire un petit bout de chemin avec ça. Nous, au réseau, on est en train de s'équiper pour pouvoir offrir des vidéos sur le web où on va justement promouvoir les différents territoires. Donc, à Kingston, on va avoir une diffusion spécifique sur Kingston et puis ces diffusions-là vont être faites dans différentes ambassades, par exemple, de pays africains, de pays européens, pour justement qu'ils apprennent à connaître Kingston et puis qu'ils puissent savoir qu'il existe cette belle communauté francophone-là. Juste, il y a la question d'emploi aussi. Pour attirer, encourager la régionalisation, il y a aussi, il faut leur offrir des emplois de qualité. Comme Cédric le disait, le moteur économique en Ontario, c'est Toronto. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont trouver du travail à Toronto ou même Ottawa, qui est une plus grande ville. Il y a quand même des emplois disponibles à Kingston, mais c'est moins connu, puis on veut attirer les gens. Mais c'est sûr que pour que les nouveaux arrivants viennent s'installer dans les régions, il faut qu'ils soient au courant que c'est possible de travailler, c'est possible de se trouver du travail, de s'épanouir, de travailler dans son domaine, que c'est possible. Puis souvent, ben, le réflexe, c'est d'aller dans les grands centres parce que c'est ça qu'on connaît d'un pays. Aussi, si on entend parler du Canada ou de l'Ontario, d'outre-mer, bon, on connaît Toronto, mais on n'a jamais entendu Kingston, peut-être. Fait que il s'agit de faire cette promotion-là aussi, de parler des régions et parler de tout ce qu'on peut offrir. Kingston, c'est une ville superbe, magnifique. Cédric disait qu'il avait fait de l'analyse pour la criminalité et tout. C'est une ville qui est sûre, qui est sécure, où il fait bon vivre, il n'y a pas de trafic. Hein? On peut se déplacer d'un point à l'autre dans Kingston à n'importe quelle heure en 20 minutes. 20 minutes, c'est quand même... Ça aussi, il faut vendre ça, tout notre pour attirer les gens qui viennent s'établir ici. Plus de temps pour les loisirs. Oui, c'est ça, exactement. Faut pas trop le vendre parce que sinon, après, tu les auras plus les 20 minutes. Hein, ça va ouais. Donc, c'est temps de venir maintenant. Mais je te rejoins complètement sur la notion d'emploi, quoi. Tu dis pour qu'il y ait des gens qui viennent ici, il faut qu'ils puissent trouver un emploi. Et moi, je vois avec mon épouse, on a eu du mal, en tout cas, moi j'ai cette chance maintenant d'avoir un emploi, mais par rapport à nos qualifications, on se dit on a eu du mal à trouver. Et pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises qui s'installent. Pour que ces entreprises soient là, il faut qu'on les aide ou qu'on leur dise installez votre siège social ici. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours évident. J'ai entendu parler d'une histoire, il y a eu un vote pour faire venir ou pas un grand distributeur de meubles, et puis on lui a dit non, vous venez pas. Ça aurait pu faire des emplois, alors ils n'étaient pas forcément francophones, mais voilà, mais s'il y a des entreprises, il y aura des gens qui seront intéressés de se dire mais je vais trouver un job. Et pour que les entreprises soient intéressées de s'installer, il faut les aider. Donc ça passe toujours par les finances. Oui. Et pour qu'il y ait des finances, il faut qu'il y ait la francophonie se rassemble, fasse entendre sa voix et élise des gens qui vont dire ok, je vais vous donner des subventions pour que on fasse des exonérations fiscales ou autres pour attirer les entreprises. Ça fait un excellent parallèle avec notre prochaine question, qui est la question de l'innovation. On a parlé de la valeur ajoutée, puis je vais juste poser cette dernière question avant qu'on se projette vers l'auditoire, puis avant que, rapidement, on va aborder cette question-là. Sommes-nous assez innovants pour attirer des francophones à l'international? Comment l'Ontario pourrait être un endroit de choix pour les francophones? Puis là, je pense qu'on touche à la dimension économique, l'emploi, l'innovation technologique, l'attraction. Rapidement, donnez-moi quelques éléments de réponse qui pourraient justement stimuler l'interaction avec notre auditoire qui nous écoute en ligne. En fait, la réponse que je vais vous donner, je trouve que ça touche plusieurs autres questions qu'on a parlé avant. Au niveau des défis, quand on parle de la reconnaissance des acquis, c'est définitivement un gros problème, je crois, que l'on a. Il devrait avoir un travail de fait au niveau du gouvernement fédéral et provincial parce que c'est un énorme problème. Les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants se font dire qu'il n'y a pas de problème, ils vont avoir un emploi lorsqu'ils vont arriver au Canada et tout, et finalement ils débarquent chez nous et on ne reconnaît pas leur diplôme. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un gros défi. Un grand défi. Alors,
Non, l'innovation n'est pas encore là, mais je pense que définitivement, ça serait une piste de solution. Si on pouvait trouver un moyen de coordonner pour que ces acquis-là de ces gens qui ont des diplômes, qui ont des années d'expérience, et qui arrivent chez nous et qu'on ne leur permet pas de pratiquer leur métier parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, pour moi, c'est un non-sens. Absolument. Oui. Je pense que j'aborde dans le sens de Chantal, je pense que on se dit innovant, on se dit ouvert sur papier, dans nos principes, dans nos concepts, mais quand les gens arrivent ici, ils sont déçus. Des fois, c'est presque un leurre, ils sont déçus parce qu'ils s'attendent pas à ce qu'on leur a vendu. Ils arrivent ici, puis ils trouvent pas ce qu'on leur a vendu. Et ça, c'est gênant. On reste dans nos vieux concepts, dans nos vieilles façons de penser, puis on va pas essayer d'ouvrir plus, de faire de la place à nos nouveaux arrivants. On les veut, on leur supplie de venir, on veut qu'ils viennent, puis une fois qu'ils sont arrivés, on leur fait pas la place qu'on leur a promis qu'on leur ferait. Puis ça, je pense qu'on a du travail à faire, que non, on n'est pas assez innovant pour faire cette place-là à nos nouveaux arrivants. Si je peux me permettre d'ajouter... Rapidement, parce qu'on doit passer à la question aux questions de l'auditoire. Je ne sais pas si la plupart des gens savent, mais il y a une étude qui a été faite, puis il y a environ 70% des nouveaux arrivants francophones qui ont peine à trouver de l'emploi. Donc, puis ça va rejoindre un petit peu qu'est-ce que Michel disait, grande source de frustration des deux côtés, du côté, surtout dans le domaine de la santé, mais du côté des nouveaux arrivants, mais du côté de la population canadienne aussi, où on veut avoir plus de gens encore qualifiés dans le domaine de la santé, mais bon, c'est une grosse bête. Cette chose, moi, je dirais que des organismes comme le Conseil de coopération d'Ontario, où ils aident les gens en entrepreneuriat social et peut-être une source d'innovation dans le fond. Le nom ou l'organisme qui a fait l'étude pour ceux qui nous écoutent à la maison? Bien, en fait, je ne sais pas, mais c'est un journaliste qui s'appelle Benoît Chapdelaine de Radio-Canada qui a écrit un article. Et il ne nomme pas l'étude en question. Je ne sais pas si c'est Statistique Canada, mais bon, il disait dans son article que c'était à 70% là, que les immigrants ne se trouvaient pas d'emploi. Dans cette immigration-là, il y a des gens qui ont un faible taux d'alphabétisation. Donc ça vient me chercher parce que c'est ce qu'on fait chez nous à la Route du Savoir. Donc il y a deux choses ici, là. Pour ceux et celles qui sont à la maison ou au travail et qui écoutent notre web diffusion, si vous connaissez l'article en question ou le rapport, n'hésitez pas à le partager, diffusez-le, c'est vraiment intéressant. On va prendre des questions de ceux qui nous écoutent en ligne d'abord et ceux dans la salle après coup rapidement. Est-ce qu'on a des questions pour les gens à la maison ou au travail? Oui, donc on a plusieurs questions maintenant des gens à la maison. Par exemple, je vais combiner deux questions ensemble. Est-ce que l'Ontario et les organismes francophones manquent de stratégie de marketing pour attirer les nouveaux arrivants francophones en Ontario? Une autre personne qui nous explique que on dirait que la francophonie et l'économie sont détachées quand on parle de francophones en situation minoritaire. Est-ce que ce serait pas intéressant de créer une plateforme qui combinerait les deux, qui créerait un marché francophone par une stratégie web? C'est un peu les deux questions que j'ai combinées ensemble. Donc, question de marketing et question d'économie. Moi, je dirais que je pense que ça serait une bonne idée. On a une espèce de dichotomie où, comme on disait, les francophones qui arrivent ils ont de la difficulté à trouver du travail. Par contre, ici à Kingston, on est une région désignée pour offrir des services en français. On n'arrive pas toujours à avoir des services en français. Et quand je questionne les paliers du gouvernement qui sont supposés offrir des services en français, qui ne nous les offrent pas, on nous dit qu'ils n'arrivent pas à trouver de personnel qui parle français. Donc là, on a un problème. Donc, oui, c'est vrai qu'il devrait avoir une plateforme pour arrimer nos nouveaux arrivants, puis dire, ben voilà, vous cherchez du personnel, voilà. On fait ça, nous, à l'ACFOMI, on offre des services d'employabilité, mais on est petite organisation sans but lucratif de 12 employés. C'est pas nous qui allons changer le monde, on fait notre possible. Mais c'est vrai que j'entends les deux. On trouve pas de travail et on trouve pas d'employés qui parlent français, donc... on a un problème. Il y a un arrimage quelque part qui doit être fait. Qui se fait pas. Comment ça se fait que les organismes nous disent on ne peut pas offrir de services en français parce qu'on n'arrive pas à recruter du personnel bilingue? Est-ce qu'il y a des spécialistes de marketing autour de la table, par hasard?
On peut poser une autre question parce qu'on a quand même d'autres questions à poser. OK. Vous avez parlé de paliers gouvernementaux. On a une question. Pourquoi est-ce que la ville de Kingston ne reconnaît pas le potentiel des immigrants francophones pour la région? Question de reconnaissance officielle. Ça, c'est intéressant. Je ne suis pas dans la place du conseil de ville, là. Je ne suis pas dans leur tête. Je pense qu'ils ne sont pas contre en principe. Si on leur pose la question et leur dire « Est-ce que vous reconnaissez le potentiel? » Ils vont dire oui. Sauf qu'ils ne font pas de travail pour attirer ces gens-là. Ils font du travail pour attirer des immigrants, peu importe leur langue. Et des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais, ils vont être accueillis aussi, mais on va les intégrer du côté anglophone. Pour beaucoup, l'anglais est le premier choix. Donc, on ne va pas nécessairement faire du travail pour aller chercher des immigrants qui parlent spécifiquement français. C'est comme, so what, ils vont apprendre l'anglais, anyway, puis ils vont s'intégrer dans la communauté anglophone, et voilà. Donc, il n'y a pas cette ouverture vers les francophones. Puis là, c'est un message direct aux membres du conseil de ville, puis aux membres de l'administration. Il y a une opportunité en or ici à saisir si vous voulez investir dans l'attraction, la rétention de personnel qualifié. On vous le dit ouvertement. Il y en a 2 qui parlent français. J'espère qu'ils nous écoutent ce soir. Ils sont en pleine réunion de conseil ce soir. Puis, mais on pourra leur transférer le lien. Ouais. Hein? Oui, absolument. On a aussi une question de l'auditoire. Oui. OK. On vous laissez poser votre question ici, juste en avant. Donc, posez la question forte pour qu'on puisse entendre dans le micro. Oui. Moi, je me demandais, j'ai vécu à Ottawa pendant de longues années, et il y a toute une stratégie, n'est-ce pas, du bureau des affaires francophones, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, c'est que dans tous les commerces, etc., une petite pancarte qui dit, ou bien à la caisse qui dit « Nous parlons français ». Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'introduire ça ici à Kingston pour peut-être la campagne Bonjour Welcome, ça serait peut-être le temps de la plugger, justement. Bien, absolument. Puis on a eu une subvention de patrimoine canadien via l'AFO pour faire la campagne Bonjour Welcome. On l'a fait. On a recruté une trentaine d'organismes et d'employeurs, surtout au centre-ville, qui se sont affichés. Si vous allez au centre-ville, vous allez en voir des pancartes Bonjour Welcome. Sauf que le financement a été coupé. Mais c'est ça, on parlait d'économie tantôt, et puis il ne faut pas se leurrer, on est des communautés minoritaires. Alors, l'argent est en relation. Oui. Je sais pas comment dire, c'est une question essentielle pour la survie de la communauté, c'est la prospérité économique, justement. Oui, exactement. Sauf que les budgets, ce que je veux dire, c'est que on se partage toute la même tarte, là. Exactement. Sont beaucoup plus petits parce que ce sont des communautés minoritaires. Alors, ça ne prendrait pas grand-chose, finalement, d'imprimer quelques cartons et de les mettre. Ah non, c'est sûr. On a eu Il y a beaucoup de francophones à Kingston, mais dont on ne soupçonne même pas l'existence. Mais ça prend les salaires, ça pour prend pouvoir faire la salaire. promotion, aller porter ses affiches et tout. Autre point, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que la communauté francophone de Kingston approche le maire et le comité, le conseil de ville municipal, le conseil de ville, pour avoir quelqu'un de rattaché au conseil de ville, de francophones, ok? Pour appuyer, mais qui soit là, à plusieurs réunions, ou qui soit là aux côtés, parce qu'il y a plusieurs comités, n'est-ce pas? Il y a comité économique, comité je ne sais pas trop quoi et quoi, il y en a plusieurs. Mais au moins d'eux, de façon à montrer que nous sommes là. Oui. On travaille là-dessus. On travaille fort là-dessus. On a le conseiller Strout, c'est comme ça qu'on le prononce, Strout, je pense, qui suit tout ce qu'on fait, qui a participé à quelques activités, qui est toujours à l'écoute si on a besoin de le rencontrer, mais qui n'a malheureusement pas nécessairement la disponibilité pour pouvoir participer à nos rencontres. Ce serait le prochain step là, qui puisse participer à nos rencontres. On est en train de mettre sur pied une table de concertation avec tous les organismes et on a vraiment l'intention d'avoir des représentants de la ville sur notre table de concertation. On travaille en train de mettre ça sur pied, avoir les agendas et tout. Ça devrait être prêt à l'automne, mais on veut vraiment avoir la ville comme partie prenante sur notre table de concertation. Donc, oui, c'est ce que... Oui, c'est ça. Donc, un dossier à suivre. Absolument. On a encore beaucoup de travail à faire. Ça prend
un téléphone, un écran, et puis hop, vous Oui. êtes en contact. Merci pour votre question. Pour la portion accueil de la soirée, on va faire une ronde éclair. Donc, je vais poser environ 4 questions rapidement. Et en 30 secondes, maximum 1 minute, je veux entendre les intervenants autour de la table. Donc, on va faire ça un peu comme style quiz. On va aller très, très rapidement. Puis la première question, vous allez voir, est très simple. Quelle est, selon vous, l'image parfaite d'une communauté francophone accueillante pour des nouveaux arrivants? Hein? Une petite question bien, bien simple. Donc, on ici dans l'idéal imaginaire, quelle serait l'image parfaite de la communauté à Kingston? Des volontaires? Bien, une communauté avec un service d'établissement robuste. L'ACFO offre déjà ça et travaille sur d'autres services d'établissement à offrir. Ça grandit tout le temps. Et la possibilité de connexion communautaire aussi, d'après moi. Une autre intervention, peut-être? Les francophones retraités, vous pouvez l'utiliser dans la communauté. Il y a des gens qui seraient disponibles à offrir leurs services bénévolement aussi. On prend ça en note. On vous tient au mot. En fait, la communauté francophone accueillante, c'est celle où les gens vont être intégrés dans toutes les sphères, donc économique, culturelle, sociale. Pour Donc, moi, c'est ça. La question de l'engagement pleinement dans sa communauté, dans différentes facettes. C'est ça. Deuxième question, peut-être un peu reliée à la dernière. Quels sont les défis pour les organismes d'établissement puis pour les réseaux pour préparer une communauté et en faire l'accueil? Donc, tout le travail préparatoire, quels sont les défis spécifiques aux services d'établissement? On offre le service d'établissement, donc je peux répondre. Un des défis qu'on a, c'est de bien identifier tous les acteurs francophones à Kingston, dans les organismes, et dans les business, et du côté économique, partout où on peut offrir des services en français. Souvent, les services ne sont pas nécessairement obligatoires, c'est juste qu'il y a des gens qui parlent français qui pourraient offrir les services, sauf que ça bouge, ça change, on ne sait jamais qui parle français, on a connu quelqu'un, il est parti, il ne travaille plus là, on a tout le temps beaucoup de difficultés à bien identifier, référer nos francophones dans le bon établissement bancaire ou faire affaire avec tel ou tel, parce que les gens bougent beaucoup et c'est pas toujours, les postes sont pas nécessairement toujours bilingues officiellement. Ils sont bilingues de par le fait que la personne parle français. Donc, ça, c'était un vrai défi pour nous d'identifier qui parle français à Kingston. Excellent. Troisième question de la ronde éclair. C'est comme un jeu quiz de la télévision. Speed immigration. Oui, j'aime ça. Peut-être plus pour tous les gens, donc non seulement les organismes, mais pour ceux qui ont vécu l'immigration, les histoires à succès pour les nouveaux arrivants qui se sont bien établis à Kingston. Rapidement, est-ce que vous avez des témoignages forts à nous partager? Moi, je peux t'apporter un bout de réponse, mais je peux pas dire encore que je suis bien établi à Kingston. Je suis tellement récent. Je te dirais que depuis la France, en fait, quand tu vas sur les différents sites pour appliquer pour un visa, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Tu te dis, waouh, je connais peu de pays qui font ça aussi bien, aussi professionnellement. Tu te dis, ils ont quand même mis de l'argent là-dedans parce que c'est plutôt pas mal fait. Après, il y a le français où on me dit c'est du français que je comprends pas toujours et j'ai plus de facilité à aller chercher l'anglais pour avoir le vrai sens. Mais ça peut arriver. Des fois, tu te dis tiens, la traduction, je la comprends pas. Mais globalement, c'est bien cadré, tu es bien guidé, tu arrives à suivre toutes les étapes de manière assez simple pour obtenir ton visa, j'ai envie de dire. Enfin, si tant est que tu sois suffisamment attractif et qu'on te l'octroie. Mais une fois que tu es là, pareil, c'est plutôt bien fait. Nous, on nous a aiguillés vers l'ACFOMI, on a un bon accueil, il y a une pochette qui est bien faite avec tous les services. Alors, je dirais que nous, on n'était pas trop mal lotis parce que j'ai une femme qui est hyper organisée et grosso modo, on avait déjà à peu près tout coché. Mais en dehors de ça, on se dit que ça a été bien pensé, bien fait, quoi. Donc, mais ça, je dirais, c'est les succès. Mais tu as le revers un peu de la médaille qui est, quand bien même l'ACFOMI va mettre toute sa bonne volonté à t'accueillir et à te recevoir et à te donner les pistes pour exister, ben après tu te retrouves confronté à la vie réelle et le bain dans lequel tu es, quoi. Et où quand au quotidien tu vas avoir des gens qui, quand ils entendent ton accent français,
comme ça un geste de retrait, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Ou que tu as des gens qui t'expliquent que tu seras un vrai Kingstonien quand tu auras 4 générations au cimetière de Kingston. Wow, ça doit être un choc. Et là. Ça, tu te dis, ou alors qu'il y a des gens mais très gentils qui viennent me voir et qui m'ont dit ah, vous êtes là, vous êtes arrivé quand? Ah bon? Et vous repartez quand? Oh là là, ouais. Je pense qu'en plus, la personne n'y voyait pas à mal, mais quand tu es nouvelle arrivant, que tu entends cette question-là, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que la perception de cette question-là est vraiment importante. Très Comme on la ressent. Ok, je suis chez toi, t'es pas content que je sois chez toi, t'es content éventuellement je donne un peu de mon argent pour acheter dans le commerce et tout, puis je repars, c'est ça, parce que tu veux pas que je reste là, quoi. Donc, il y a du succès dans on va dire les processus administratifs et l'accueil de la francophonie, je dirais. Et après, tu te retrouves quand même dans un environnement où, en tant que francophone, tu es minoritaire et tu es confronté au gros défi, au reste du monde, quoi, j'ai envie de dire, et qui est majoritaire et qui t'accueille moyennement parfois. Chaque histoire à succès est menée d'embûches. Voilà, absolument. C'est peut-être ça le... Peut-être un autre témoignage vraiment rapidement. Oui. On va parler d'une histoire à succès. On a un réfugié syrien. C'est sûr que j'allais parler de lui. Oui. Là 2 ans, on a eu beaucoup de réfugiés syriens qui sont arrivés à Kingston et on en a eu seulement qu'un qui parlait français. Un homme qui est dans les 70 certainement. Et il est arrivé seul, il n'avait pas de famille évidemment, pas d'amis. Et on a eu l'information qu'il y avait un francophone, alors la communauté, on s'est mis ensemble et puis au début, lorsqu'il est arrivé, il était à l'hôpital, alors on allait visiter et tout. Et cet homme-là s'est tellement bien intégré à la communauté, c'est incroyable, il participe à tout. Il devait être là ce soir. Je suis certaine qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé qui n'a pas pu être là, mais il y a 2 semaines, il était à l'ACFOMI quand il y a eu les 10 ans. L'ACFOMI fêtait les 10 ans de la désignation. La désignation francophone. Il était là. Ils ont même chanté une chanson. Sérénade à Latino aussi. Il participe aux 5 à 7 francophones que le CCF organise. Alors, c'est fantastique de voir cet homme-là. Il fait vraiment son petit bout de chemin dans la communauté francophone et puis il aurait pu très bien être incorporé à la communauté anglophone, mais on a pu le garder avec nous. Absolument. Puis, dernière petite question, la ronde est claire. Certains d'entre vous sur le panel sont arrivés récemment, d'autres à différents moments un peu plus tôt. Comment s'est déroulé votre accueil à Kingston? Comment auriez-vous pu être mieux accueillis en tant que tel? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer en tant que tel? Puis ça, très rapidement, là, 30 secondes. Moi, j'ai été très bien accueillie à Kingston. J'ai jamais senti d'hostilité parce que j'étais une francophone, malgré que j'ai un accent français quand je parle anglais. J'ai jamais senti d'hostilité. Par contre, je suis quelqu'un qui est très revendicatrice, fait que je pense que tout de suite dans mes yeux, on le voit tout de suite que essaye-toi pas. Donc, fait que cherche-moi pas, tu vas me trouver. Fait que j'ai jamais eu de difficulté à me faire accueillir dans la communauté anglophone à Kingston. J'ai travaillé avec des anglophones. Mon conjoint est un anglophone et je m'intègre très bien dans les 2 communautés. Par contre, je suis née au Canada, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés au Canada, on est ici depuis 10 générations et je tiens à ma francophonie canadienne, j'y tiens. Donc pour moi, c'est clair que je vais continuer à parler français. Et pour ceux sur notre panel de discussion qui sont arrivés un peu plus récemment, quelques pistes pour notre auditoire, puis pour les gens dans la communauté, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Comment on pourrait s'améliorer? Moi, je pense que, comme je l'ai aussi souligné au début, je pense que le bon accueil, moi aussi, je l'ai eu. Et ma famille et moi, nous l'avons eu. Donc, je ne sais pas, je ne dirais pas grand-chose de comment ça pourrait s'améliorer, mais s'améliorer juste comme promouvoir, comme on l'a dit, que à Kingston, il y a vraiment aussi la langue francophone pour... Donc, un travail plus proactif de marketing. C'est ça. Qui doit être fait peut-être pré-départ. Absolument, ouais. Excellent. On va passer encore une fois aux questions de l'auditoire. Je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison ou au travail qu'on est en direct à partir de Kingston
Et si jamais il y a des personnes qui souhaitent commenter ou poser des questions, c'est le moment ou jamais. Donc, on a 2 questions qui sont la thématique de l'accueil. Je ne sais pas si c'est une personne qui est intéressée par Kingston, mais il pose la question pourquoi est-ce que Kingston est une ville francophone intéressante pour les enfants? Alors, je sais que ça c'est intéressant. Donc, c'est quoi l'avantage pour les enfants, par exemple? J'aurais presque envie de dire, moi je le vois tous les jours quand on se dit que des fois c'est pas toujours évident et qu'on pourrait imaginer aller ailleurs et qu'ils te disent ben non, on est bien ici, c'est super, ils sont très bien intégrés et les écoles tout simplement font beaucoup à ça. Il y a une vraie vie francophone pour les enfants qui est organisée avec plein d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles, il y a des chorales, il y a tout un tas de choses. Ils se sentent à merveille dans cet environnement-là, ils ne le quitteraient pour rien au monde. Donc c'est sûr que pour les enfants, et en plus de ça, quand on prend du coup le point de vue, la perspective des parents, on voit que ces écoles sont de qualité, elles sont reconnues dans les classements pour donner de l'enseignement, dispenser de l'enseignement de qualité. Donc je dirais que pour des parents francophones, mettre ses enfants dans des écoles francophones à Kingston, c'est une tranquillité, quoi. Ça peut permettre de se focaliser sur d'autres batailles. Pas juste le scolaire, mais le parascolaire également, tout ce qui entoure la vie de l'école. Absolument, même comme la petite enfance, la garderie, parce que je souligne ça rapidement parce que je travaille dans une garderie francophone, la garderie éducative de Kingston, dont tu vois, il y a beaucoup d'enfants de bas âge qui parlent tellement français, puis quand les parents arrivent que tu dois donner le compte rendu de la journée, il y a d'autres parents qui te disent « Oh, je ne comprends rien de ce que vous dites ». Et puis, c'est ces petits-enfants-là qui expliquent, ils font comme comment on dit, la traduction, l'intermédiaire à leurs parents. Moi, au début, j'étais comme vraiment épatée. Comme je peux le dire, quand nous, on venait ici, mes enfants n'avaient aucun mot en français, rien du tout, parce qu'ils sont nés en Italie. Ils parlaient tout en italien. À chaque personne que mes enfants rencontraient, c'était directement l'italien. Puis aujourd'hui, on est à Kingston, mais mon fils, il me corrige en français et tout. Donc, bref, je peux dire Donc, ils deviennent des acteurs engagés de la francophonie. Parce que mon milieu, c'est strictement interdit de parler en anglais. C'est plus promouvoir la langue francophone. Donc, du coup, c'est vraiment magnifique. Ouais. Parfait, un beau témoignage. Merci pour les réponses. On a une question. Est-ce que la création d'entreprises appartenues par les francophones serait un moteur économique intéressant pour l'accueil, l'attraction et la rétention des nouveaux arrivants? Par les francophones, pour les francophones? C'est juste par les francophones. Par les francophones. Absolument. Il y a des entreprises à Kingston qui appartiennent à des francophones. Il y en a plein. Mais tu sais, la communauté francophone n'est pas si grande que ça, donc c'est que ces entreprises-là offrent des services en anglais également. Ça vient diversifier les portfolios un peu. C'est sûr. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones à Kingston déjà. Puis plus qu'il va en avoir, mieux ça va être. Mais il y a certains francophones qui sont là depuis beaucoup d'années, puis qui ont un peu oublié leur français, puis se sont un peu tranquillement assimilés. Fait que c'est juste d'encourager le bilinguisme, puis peut-être d'embaucher puis de promouvoir dans leur organisme qu'ils sont capables d'offrir les services en français. Alors, on essaie de les identifier. On a beaucoup de travail à faire, mais on identifie. Mais plus qu'il va en avoir, mieux ça va être. C'est clair. Merci. Puis là, on peut peut-être procéder à la conclusion avec la dernière section. Oui, bien, la dernière section qui était la question de la rétention. Il reste 4 questions qu'on peut aborder là, très rapidement. Premièrement, la question des éléments déterminants qui permettent la rétention d'un nouvel arrivant. Si en quelques mots, vous pourriez circonscrire, c'est quoi les éléments déterminants? L'emploi. L'emploi? Clairement, oui. Oui. Bon, on a un consensus. Ça passe inévitablement pour l'emploi. Le reste, ça découle. Oui. Il faut que les gens gagnent. La stabilité Mais la stabilité, c'est économique. C'est... Bon, ben ça a été répondu très rapidement. Parlant d'emploi, justement, malgré la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs régions de la province, les nouveaux arrivants ont de la difficulté à trouver du travail. Ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé autrement. Pourquoi, selon vous? On est encore dans une dynamique de
de difficulté de s'adapter à la réalité de nos nouveaux arrivants. On leur dit, venez, on a besoin de gens hyper qualifiés. Ils arrivent ici, puis on ne reconnaît pas leur qualification. Donc, c'est un problème. Puis ça, c'est un débat qui est animé depuis des années, justement, la reconnaissance des diplômes d'outre-mer. C'est ça. Il y a un travail aussi qui doit être fait auprès des employeurs pour... Il y a toute la question de l'expérience canadienne. En 2019, là, dans notre pays qui s'en vient quand même très multiculturel, l'expérience canadienne, ça veut dire quoi exactement? À quel point est-ce que cette expérience canadienne-là doit empêcher un nouvel arrivant qui a les connaissances, les acquis, les diplômes et tout ça, mais parce qu'il n'aurait pas travaillé au Canada, on va le refuser. Alors, il y a toute cette notion-là, je pense, qui doit être revue, oui. Et non, il y a un gros travail qui doit être fait auprès des employeurs. C'est comme par exemple, on parlait, Cédric tantôt, il disait, bien, quand je parle anglais, j'ai un accent, les gens vont le reconnaître. Bon, il y a des employeurs qui vont penser que parce que la personne a un accent fort, elle n'a pas nécessairement le bon niveau de compréhension. C'est pas vrai, c'est pas parce que tu parles avec un accent que tu comprends pas la langue, que tu n'es pas capable de travailler dans la langue. L'accent, c'est ce qui fait la beauté de la francophonie. Ben oui, exactement. Mais ça, c'est des mentalités qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir changer. Ça va prendre un énorme effort de la société parce qu'aucun changement ne peut arriver à court terme. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Il faut agir dès maintenant, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Alors, ça prend on parle beaucoup de compétences culturelles. L'ACFONI, justement, offrait des ateliers pour... on l'offre encore pour les employeurs. C'est un travail des deux côtés. Des ateliers pour ça. Qui doit faire un travail pour s'intégrer. Il y a un certain travail qui doit être fait, comme justement de participer aux 5 à 7 franco, de participer aux activités, pour essayer d'intégrer la communauté. Mais il y a tout le travail des employeurs qui doit être fait pour comprendre les nuances de ses employés. Puis, il y a des spécialistes en équivalence de diplôme qui se trouvent au Collège militaire royal qui sont très bons dans leur spécialité. Ça vaudrait peut-être la peine de les consulter à un moment donné pour voir s'ils ne pourraient pas apporter, je ne sais pas, leur connaissance ou aider à établir, je sais qu'il y a des barèmes. Hein? On en prend note, puis on mentionne également aux gens de l'auditoire que s'ils sont intéressés, puis ils travaillent justement dans le domaine de l'immigration, que c'est des contacts absolument... Oui, dans le domaine de l'immigration. Oui. Il nous reste 2 questions très rapidement à sonder. Quelle est l'importance pour les communautés en région, c'est-à-dire qui excluent les grands centres urbains comme Ottawa, Toronto et autres, d'avoir des nouveaux arrivants? C'est quoi l'importance pour les communautés d'avoir justement un apport constant de nouveaux arrivants francophones? Bien, une augmentation de la démographie, dans le fond, là, dans cette culture-là. D'assurer notre pérennité. Et économique également, on a parlé, là, mais la démographie aussi, bien entendu. Sont liés les deux. Oui. Croissance démographique équivaut souvent à croissance économique également. Pour assurer notre pérennité aussi, comme francophone, et aussi pour demander les services en français. Kingston est un territoire désigné sur les services en français, mais on a souvent le commentaire qu'il n'y a pas assez de gens qui demandent des services en français. On n'est pas quand même juste 5 000 parlants français à Kingston, 12 000 dans la grande région des Mid-Îles. On veut avoir plus de gens pour que la ville devienne de plus en plus bilingue. Et ça nous amène à parler peut-être la dernière question pour la soirée avant de passer à la conclusion. Quels sont les défis, les avantages pour les nouveaux arrivants de se retrouver dans une communauté de francophones en situation minoritaire? Puis là, je ne parle pas juste de Kingston, la région de Frontenac, mais vraiment toute communauté francophone en situation minoritaire. Est-ce qu'il y a des avantages compétitifs, une valeur ajoutée qui est à promouvoir? L'isolement peut-être, pour certaines personnes. Un défi. Défi. Où il demeure, mais oui, ça peut devenir un défi. Un avantage, c'est comme nos deux nouveaux arrivants le disaient, pouvoir avoir leur instruction en français, mais aussi en même temps d'apprendre l'anglais. Parce que nos enfants qui vont dans les écoles francophones ont un excellent curriculum en anglais. Ils vont sortir des écoles francophones totalement bilingue. Tandis que le contraire ne se fait pas. Un jeune qui va aller dans une école anglophone ne sortira pas de l'école, même s'il s'en va en immersion.
en immersion française, il ne sortira pas de l'école bilingue. C'est un mythe. C'est un mythe. Les jeunes ne seront pas bilingues en sortant de l'école. Ça, c'est vraiment un mythe parce Ça, que c'est un mythe. nous avons vraiment comme des amis proches à nous qui ont fait ça exactement. Mais puis, quand on compare le français qu'ils parlent aujourd'hui, ces enfants-là, comparant à nos enfants qui sont dans une école francophone, je dis vraiment, c'est un mythe. Donc, le choix vraiment, c'est de choisir la francophonie. Parce que l'anglais ne veut pas avec les enfants. Ils sont des éponges, ça vient. Oui. Et puis, ça vient super plus fort que nous. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, si vous avez un choix crucial à faire, choisissez les institutions francophones. C'est une valeur ajoutée. Absolument. On va terminer avec une dernière ronde de questions de l'auditoire, des questions provenant de la salle. C'est le dernier moment de la soirée pour vous exprimer. Donc, si vous avez quelque chose à nous partager, une question que vous aimeriez adresser à notre panel, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. On a une question en ligne, on va prendre des questions ici de l'auditoire. La question, c'est une autre question, je vais la poser comme qu'elle est sous les commentaires. Quelle est la stratégie pour attirer les entrepreneurs francophones et les amener à faire ce que vous désirez qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'on désire qu'ils fassent? Là, honnêtement, je vous dirais que j'ai pas vraiment de stratégie, là. J'ai pas réfléchi à ça, mais on pourrait se mettre là-dessus, là, puis essayer de développer une stratégie, là. Mais je pense qu'on n'en a pas vraiment, là. Je pense qu'il faudrait un engagement beaucoup plus prononcé de la ville pour pouvoir attirer plus d'entrepreneurs francophones. Parce que je crois que Kingston est un laboratoire d'innovation technologique, un laboratoire d'innovation entrepreneuriale. Il y a énormément d'initiatives pour encourager de la recherche fondamentale, des partenariats entre le secteur universitaire, le secteur de l'emploi. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais de s'insérer là, dans cette dynamique-là, puis de développer de l'entrepreneuriat francophone. On peut peut-être passer à la salle maintenant? Oui, si la salle aurait des questions pour conclure un peu la soirée, c'est le temps de vous exprimer. C'est pas une question, mais j'allais suggérer que je viens de voir aujourd'hui ou hier qu'il y a des fonds, je ne sais pas si c'est provincial ou fédéral, pour le tourisme. Si on peut aider des entreprises à améliorer le tourisme en Ontario. Voici, ça serait peut-être une piste. Une excellente opportunité, quelque chose que Kingston pourrait définitivement bénéficier, j'ai l'impression. Donc, s'il y a des projets francophones qui veulent s'insérer dans cette voie touristique, c'est peut-être un bon moment à saisir. Je pense que le bureau du tourisme de Kingston est très, très au fait du tourisme francophone. On est très près de la frontière avec le Québec. L'année dernière, on m'avait donné les statistiques que 40% des touristes qui visitaient Kingston pendant l'été provenaient du Québec et parlaient français. Donc, ça, je pense que Kingston sait qu'il y a des touristes et ils demandent aussi du personnel bilingue à leur bureau de tourisme au centre-ville parce qu'ils veulent bien accueillir les francophones. Mais c'est des francophones de passage. Là, on veut qu'ils restent. Donc, là, on a comme une autre stratégie à développer encore. Nous, à la Route du Savoir, on offre des cours de français, langue seconde également. Et on a des employés qui œuvrent dans le tourisme, organismes touristiques, qui sont venus chez nous pour prendre des cours de français. Donc, ce sont certaines avancées. C'est de longue haleine, mais on va y arriver. Oui, absolument. Donc, c'est tout pour ce soir. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à la maison, on vous remercie pour cette troisième web diffusion des Nocturnes du Conseil de la coopération de l'Ontario. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions supplémentaires. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube. La vidéo sera disponible pour être revue après coup. On remercie tous nos panélistes d'avoir participé. On se donne une bonne main d'applaudissements. Je crois que c'était une superbe discussion. Et restez à l'affût pour la prochaine annonce, la prochaine municipalité où se tiendra la prochaine nocturne du CCO. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, bravo. Merci. On a sauvé.